Eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis donc Ronan Trépos de l'INRAE, du laboratoire MUAT à Toulouse. Et donc voilà, François m'a demandé de présenter un petit peu la notion d'incertitude et les outils pour l'analyser. On va dire que ça reste quand même une introduction assez générale. Je pense que les outils, vous les aurez par la suite dans les exposés. Mais c'est pour resituer de quoi on parle un petit peu. Alors, tout d'abord, on se pose dans le cadre où donc on a un modèle qu'on a développé ou qu'on a à disposition, pour lequel il y a des entrées et pour lesquelles il y a une certaine incertitude, et ce modèle va produire des sorties également avec une certaine incertitude. Donc, deux cadres typiques, je pense, qui peuvent correspondre à ce séminaire. Donc, c'est d'abord les modèles météo qui cherchent donc à produire, par exemple, des séries temporelles de prévision de température, pression atmosphérique, etc. Et qui se basent sur des conditions initiales pour lesquelles on a une certaine incertitude, par exemple. Le deuxième cas, donc c'est le cadre, disons, agronomie, qui va chercher plutôt par exemple, des fonctions de production d'une culture, ou par exemple à caractériser le sol et sa teneur en eau dans le sol cultivé, par exemple. Et donc en entrée, on a des données météo et des caractéristiques du sol, type profondeur de sol atteignable par les racines, pour lesquelles on a également une certaine incertitude. Alors cette incertitude, elle peut se propager, bien sûr, puisqu'on peut avoir du coup des séries temporelles produites par des modèles météo qui entrent en tant qu'entrée, du coup, dans les modèles agro. Donc il y a une notion de propagation d'entrée. Alors, avant tout, j'aimerais bien resituer qu'est-ce qu'on peut faire avec un modèle dans le cadre de thématiques qu'on appelle exploration numérique de modèles. Donc, il y a tout simplement, en effet, cette propagation d'incertitude. Si on a une incertitude sur les entrées, comment se propage-t-elle sur les sorties ou sur une sortie? Et une fois en fait qu'on a un peu caractérisé cette incertitude sur la sortie, cette variance sur une sortie en particulier, ce qu'on peut chercher à faire, c'est essayer d'expliquer quels sont les paramètres incertains qui sont responsables, de par leur incertitude, de la variabilité de la sortie. Donc typiquement, on va chercher à ordonner les paramètres, donc x1, x2, x3, les paramètres ou entrées. Excusez-moi, je ne fais pas la distinction ici trop. Voilà. Et donc du coup, de dire x1 a une responsabilité plus importante de par son incertitude sur l'incertitude de la sortie. Donc ça, c'est une deuxième thématique, l'analyse sensibilité, donc qui est plutôt, disons, forward. On revient sur les entrées paramètres. Maintenant, si on a des données observées, donc des situations qui sont décrites qui nous permettent d'avoir des entrées de notre modèle, des observations qui permettent d'être comparées aux sorties, bien sûr, la première chose, c'est de choisir, par exemple, un critère d'adéquation qui va nous permettre de mesurer, par exemple, l'erreur de prévision, de prédiction de mon modèle. Voilà, donc ça, c'est un choix à faire également. Et enfin, on peut chercher à estimer, donc on revient encore une fois sur les paramètres, c'est-à-dire essayer de savoir quelles sont les valeurs de paramètres qui nous permettent, par exemple, de minimiser une erreur sur les sorties. Voilà, donc là, c'est un peu, disons, l'ensemble des thématiques qu'on peut faire autour de notre modèle, sans forcément justement rentrer dans les détails de notre modèle, sur des approches un peu boîte noire. Voilà, je reviens un petit peu sur la notion d'incertitude autour de toutes ces thématiques. Et voilà, j'ai trouvé cette classification, j'ai trouvé assez intéressante, qui liste les différentes sources d'incertitude qu'on peut avoir sur ce type de pratique où on va mobiliser un modèle. Typiquement, je reviens sur, en premier point, l'incertitude sur les entrées et paramètres. Donc, par exemple, on a une entrée qui est la capacité de rétention de l'eau du sol. En tant que modélisateur, on pense que c'est important pour modéliser le rendement, mais c'est peut-être quelque chose qu'on aura du mal à mesurer, pour lequel on aura une certaine incertitude. Donc ça, c'est assez classique. Bien sûr, on est dans le cadre de la modélisation, donc on a forcément une inadéquation du modèle. Je prends un peu l'exemple typique, par exemple, des modèles de culture où on cherche à
à prédire du rendement, par exemple, et on a une version de notre modèle assez simple, une version un peu plus complexe. On va rajouter, par exemple, des entrées de caractéristiques variétales. Il n'est pas forcément meilleur, il est un petit peu plus complexe, mais lequel est le mieux à s'adapter à l'application qu'on a envie de mettre en œuvre. Ça, c'est encore une source d'incertitude. Ensuite, il y a la variabilité résiduelle. Alors, elle est résiduelle en le sens que c'est quelque part quelque chose d'assumé par le modélisateur. Il sait que son modèle va être plus ou moins vrai, donc il veut faire une prédiction du rendement X, mais il veut aussi, disons, spécifier des intervalles de confiance, une incertitude autour de sa sortie. Donc là, les entrées sont pas forcément incertaines, mais il y a de l'incertitude qui est créée directement par le modèle, qui est donc dans une version, on va dire, stochastique et non déterministe. Donc c'est des approches qui sont quand même très intéressantes, puisque c'est assumé quelque part, qu'on a une incertitude sur la sortie et sur la modélisation. Ensuite, alors, il parle de la variabilité paramétrique. C'est peut-être quelque chose de plus difficile à appréhender. On a du mal peut-être à voir de quoi il s'agit. Alors, voilà, c'est l'impossibilité de réaliser les entrées. Alors, je prends comme exemple, par exemple, si mon modèle prend en entrée une date de travail du sol, et que cette date, une variable intermédiaire de mon modèle me dit que le sol est complètement détrempé, et donc que du coup le travail du sol, en réalité, ne pourrait pas se faire. Voilà, on rentre dans un cadre de simulation qui n'est pas réaliste. Alors voilà, ça pose une incertitude sur ce que ça va donner en sortie. Donc, pas forcément évident à appréhender, mais bon. Et on retrouve des erreurs, des sources d'incertitude plus classiques, typiquement l'erreur d'observation, que ce soit sur les entrées ou sur les sorties. Donc typiquement, si on veut mesurer un rendement, on fait plusieurs échantillons dans la parcelle. Voilà, l'incertitude est liée à la mesure. Elle peut être liée aussi au fait qu'on ne distingue pas, on ne veut pas modéliser la variabilité intraparcellaire, par exemple. Donc du coup, on a par exemple une valeur moyenne avec une variance de notre rendement. Et enfin, des incertitudes liées au codage, est-il des bugs, l'algorithmique, ou à des problèmes numériques, si par exemple on est amené à calculer des produits de vraisemblance, etc., qui peuvent mener à des valeurs très faibles et qui vont poser des problèmes numériques. Alors, dans le cadre de la quantification, donc je reprends le schéma que tout à l'heure, mais dans le cadre de la quantification d'incertitude en lien avec les modèles, on retrouve classiquement deux types d'approches. Alors tout d'abord la propagation avant des incertitudes, encore une fois, donc j'ai une incertitude sur les entrées, je cherche à le propager et je veux quantifier mon incertitude sur la sortie. Alors là, on va retrouver deux types de méthodes. La première, elle est plus analytique. Par exemple, si on a les dérivées partielles de notre modèle en fonction des différentes entrées. Ça veut dire que localement, sur des valeurs d'entrée ou de paramètres, si on a ces dérivées partielles, on peut quantifier, en faisant des petites perturbations de ces entrées, qu'est-ce que ça va amener comme incertitude sur ma sortie. La deuxième approche sur ces méthodes de propagation avant des incertitudes, c'est des approches souvent un petit peu plus globales, c'est-à-dire que ça va pas être en un point particulier, et il s'agit d'utiliser des méthodes de Monte-Carlo basées sur la simulation du modèle, où on va échantillonner sur les entrées, simuler, avoir un échantillon de sortie, etc. La deuxième approche dans le cadre de la quantification d'incertitude en lien avec l'utilisation des modèles, c'est l'évaluation inverse de l'incertitude du modèle. Donc là, ça a plus trait avec la partie estimation. Donc on cherche à estimer des paramètres ou des entrées, si on est dans le cadre d'une inversion. Et bien sûr, on a besoin de savoir avoir un intervalle, par exemple, de confiance pour chacun des paramètres estimés. Alors là, c'est disons un peu moins standardisé comme approche parce que c'est beaucoup plus complexe. On va retrouver beaucoup de problématiques liées au fait qu'il y a l'incertitude, elle est liée au modèle, aux entrées, aux données observées.
elle est aussi impactée par la méthode d'estimation qu'on utilise. Est-elle bayésienne, est-elle fréquentiste? A-t-on un intervalle de confiance qui est directement fourni par la méthode d'estimation sur les paramètres? Et en plus, elle a une complexité, elle a des complexités particulières, puisque, par exemple, il y a des problèmes d'identifiabilité du modèle, c'est-à-dire, est-ce qu'il existe vraiment un seul jeu de paramètres ou d'entrées qui me permettent de, par exemple, minimiser une sortie, une erreur sur ma sortie. Donc, c'est moins standardisé, ça va être plus, je pense, ad hoc en fonction des modèles. Donc, je vais rester dans le cadre le plus classique et ce qui se fait assez simplement et qui fournit déjà pas mal d'informations. Donc, ce sont les méthodes Monte Carlo pour la propagation d'incertitude, pour le reste de mon introduction. Donc, on a une description des distributions des entrées, des paramètres. On peut échantillonner, donc on a des méthodes d'échantillonnage dans ces distributions. On simule le modèle, on a un ensemble de sorties, donc M sorties puisqu'on avait M entrées, et on va chercher à caractériser la sortie. Alors, la partie échantillonnage, alors, on peut avoir la main dessus ou on peut ne pas avoir la main. Donc, je pense que dans le cadre de la propagation d'incertitude des prévisions de météo, ben, on n'a pas forcément la main, puisqu'on a un ensemble de réalisations de modèles ou de différents modèles ou du même modèle avec différentes conditions initiales. Donc, on n'a pas typiquement la main sur l'échantillonnage, on le subit. Donc là, je vais me focaliser un petit peu sur qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a un échantillon de sortie et comment et qu'est-ce qu'on peut caractériser dans la distribution des sorties. Alors, pour ça, je vais illustrer ça, je vais finir avec une petite illustration. Je prends un exemple très très simple, pas du tout réaliste. Je cherche à modéliser donc en sortie un rendement qui a cette expression-là dans mon modèle, donc 30 moins l'exponentielle de 3 fois le stress. Le stress étant un paramètre incertain, donc par exemple un stress hydrique ou quelque chose, enfin peu importe, hein, c'est très théorique, comme très théorique et très simple. On considère qu'il varie entre 0 et 1 et on va lui attribuer une distribution normale de 0,6, de moyenne 0,6 et de variance 0,01. Dans le cadre-là, en fait, la sortie est bien sûr incertaine du fait de l'incertitude du stress, mais dans ce cadre-là, très simple, en fait, je connais analytiquement cette sortie qui fait intervenir une log normale dans sa fonction de densité. Et on peut voir en fait voilà, que ce n'est pas exactement une normale, on a une queue un peu plus lourde sur des rendements un peu plus faibles. Et je vais me servir de ce modèle-là juste pour illustrer 2-3 choses sur les approches de Monte Carlo pour la propagation d'incertitude. Alors déjà, l'effet d'échantillonnage, donc en haut à gauche, c'est ma distribution d'entrée, en haut à droite, j'ai ma distribution de sortie, que je connais dans ce cadre très particulier, mais qu'en général, je ne connais pas. Et ben, par exemple, si on prend 10 points, donc on a une variable de sortie qui peut éventuellement ressembler à une normale, ça donne déjà pas mal d'informations, en tout cas. Si on en prend 100, ben, on peut se poser des questions parce qu'on commence à avoir des valeurs de rendement qui sont un peu faibles, donc on se demande s'il n'y a pas quelque chose là. Et si j'en prends 10 000, je retrouve vraiment les deux distributions, les histogrammes des distributions, et j'arrive à bien voir qu'en effet, il y a une queue un peu plus lourde sur les rendements plus faibles. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Typiquement, sur ces approches-là, on va avoir ces 3 problématiques-là qui qui vont demander des budgets croissants. Donc, tout d'abord, on peut extraire la moyenne et la variance, donc ce qu'on appelle des moments d'ordre faible. Donc, en général, il faut assez peu de simulation en comparaison aux autres problématiques. Ça n'empêche que si on est dans le cadre paramétrique, c'est-à-dire qu'on fait une hypothèse sur notre distribution de sortie, souvent, ces moments d'ordre faible nous suffisent à caractériser entièrement la distribution de la sortie. Voilà. Mais bon, il faut faire une hypothèse de la distribution de la sortie, ce qui n'est pas forcément évident. Dans le cas précédent, on aurait pu faire une hypothèse de loi normale et ce n'est pas forcément le cas. Deuxième problématique, ça va être étudier la fiabilité du système. En fait, au-delà d'étudier, disons, des comportements moyens du modèle, en fait, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe sur des espaces de sortie un petit peu critiques. Donc, par exemple, je pourrais considérer qu'un rendement inférieur à 17, je considère que c'est un accident.
et j'ai envie de savoir un peu précisément quelle est sa probabilité. Donc là, on n'est plus sur une tendance moyenne du tirage, mais on va chercher des choses un peu plus difficiles. Donc, en général, ça va demander plus de budget. Je vais le montrer tout à l'heure, je vais l'illustrer tout à l'heure. Et enfin, on peut chercher à décrire la distribution entièrement, c'est-à-dire avoir toute la fonction de densité de la distribution. Donc encore une fois, alors normalement, ça requiert beaucoup de simulation, mais encore une fois, si on est dans une approche paramétrique, c'est-à-dire qu'on fait une hypothèse sur la loi de distribution de la sortie ou la famille de distribution, alors on va avoir besoin d'un budget assez faible. Mais bon, voilà, juste pour dire, il y a d'autres approches. On peut tout simplement garder l'histogramme le plus précis possible avec beaucoup de simulations, ou des approches un peu non paramétriques, mais qui de toute façon vont aussi requérir la spécification d'hyperparamètres, etc. Alors là, je vais me focaliser enfin sur ces questions de fiabilité de système pour montrer que ben voilà, on a besoin de fois de simulations de plus nombreuses. Donc je reprends mon exemple avec mon stress qui est ici et ma sortie rendement qui est ici. Et là, en haut à droite, en fait, ce que je cherche à estimer, ce sont des quantiles. Donc, le quantile 0,01, c'est la valeur du rendement en dessous duquel il y a 1% de la population cible et 99% de la population, et au-dessus, il y a 99% de la population cible. Donc, le quantile 0,50, c'est la médiane, il y en a 50% en dessous, 50% au-dessus. Et le quantile 99, il y en a 99, c'est la valeur de rendement pour laquelle il y a 99% de la population cible en dessous et 1% au-dessus. Et en fait, je cherche à estimer par des méthodes de Monte Carlo ces quantiles-là, et je fais varier la taille de l'échantillon. Et on voit que quand on cherche à, estimer des quantiles proches de la médiane, donc autour de 0,50, on va avoir besoin de tailles d'échantillons beaucoup plus faibles, beaucoup plus réduites. Alors que celle-ci, qui est donc à gauche, autour de 17, on va besoin d'augmenter la taille de l'échantillon. Donc tout ça pour dire que si on cherche voilà, des choses qui sont, qui sont quelque part des événements rares, il va falloir échantillonner beaucoup plus. Donc en dessous, c'est la même, enfin je l'illustre aussi, mais c'est la même conclusion. C'est pour revenir sur ma problématique de fiabilité du système. Donc là, je regarde l'erreur relative. Encore une fois, je la connais puisque je connais les vraies valeurs sur mon modèle très simple. Pour la probabilité donc, que le rendement soit inférieur à 17, donc un événement assez rare, et la probabilité que le rendement soit inférieur à 24, donc autour de la médiane. Encore une fois, on voit que la taille de l'échantillon pour estimer la probabilité que le rendement soit inférieur à 24, eh ben, il peut être faible. On a une estimation avec une erreur assez faible. Alors que pour estimer la probabilité que le rendement soit inférieur à 17, il faut échantillonner énormément pour avoir des bonnes estimations. Alors globalement, voilà, traiter les événements rares requiert un tirage Monte Carlo plus important. Alors, des solutions existent pour limiter le budget. Alors, il existe des méthodes d'utilisation de tirage biaisé. Donc, on va typiquement chercher à tirer autour de 17. Alors, ça requiert un peu de travail statistique pour justement renormaliser tout ça. Donc voilà, il faut être prêt à le faire. Moi, je ne maîtrise pas forcément d'ailleurs. Et également, on peut utiliser des méthodes de bootstrap. Donc c'est assez empirique, mais moi je trouve que ça fournit pas mal d'informations. C'est-à-dire qu'on va prendre des sous-échantillons. Sur chaque sous-échantillon, on va estimer notre statistique d'intérêt, donc un quantile 0,01 par exemple. Et ça va nous donner une incertitude de cette statistique. Voilà, c'était juste ça que j'avais envie de dire. Alors juste pour conclure, donc l'idée c'est autour des méthodes d'exploration numérique de modèles, il y a de nombreuses sources d'incertitudes. J'imagine que par la suite, vous allez beaucoup vous focaliser sur les incertitudes liées aux entrées, aux données météo, ou aux conditions initiales dans les données météo. Voilà, j'ai illustré un petit peu l'effet d'échantillonnage sur les méthodes Monte Carlo. Et je voulais pointer,
dire qu'il fallait faire attention à ce qu'on voulait extraire comme statistique d'intérêt en fonction du budget qu'on a. Donc si on subit le budget, encore une fois, comme des prévisions d'ensemble de données météo, où on n'a que, je sais pas, 10 réplicas, bah, peut-être qu'on ne va pas réussir à faire beaucoup de choses avec. Ça, il faut le savoir. Et enfin, j'en ai pas beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé de comment caractériser la sortie dans ces approches-là, mais il faut toujours faire attention à interpréter la variabilité de la sortie en fonction de ce qu'on modélise en incertitude en entrée. C'est-à-dire, bah, voilà, encore une fois, si j'ai 10 répétitions du modèle, du modèle météo, mais avec des entrées un tout petit peu perturbées en entrée, donc ça me donne une certaine variabilité des données météo. Et dans un autre cas, bah, en fait, ce que je vais utiliser, c'est des données climatiques dans des contextes pédoclimatiques complètement différents. On imagine que dans ce deuxième cas, bien sûr, la variabilité en sortie sera beaucoup plus importante. Donc, il faut toujours interpréter la variabilité de la sortie en fonction de ce qu'on met comme variabilité en entrée. Ben voilà pour moi.